Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Le mandat du président camerounais Paul Biya à la tête de la CEMAC prend fin le 17 mars. Quel bilan tiré des 5 ans de la présidence du Cameroun au sein de cette organisation régionale? Élément de réponse à suivre dans cette édition. La restauration des forêts est au cœur des enjeux mondiaux de lutte contre les changements climatiques, un défi que le continent africain, grand marché de carbone, tente de relever d'ici 2030. Et nouvelle déception, le 11 mars dernier, pour le boxeur franco-congolais Tony Yoka qui s'est incliné face à Carlos Takam à Paris en France. Une victoire que le Camerounais a obtenue au point. L'avenir s'assombrit pour Tony Yoka. Mais tout d'abord, en Sierra Leone, le candidat du parti d'opposition APC à l'élection présidentielle de juin 2023, Samura Kamara, a désigné son colistier. Il s'agit de Chernor Ramadan Majouba, choix similaire qu'en 2018 où il avait été battu par l'actuel président Julius Maada Bio, aussi candidat à la prochaine élection présidentielle. Il est à noter que Samura Kamara, ancien ministre des Finances et des Affaires étrangères sous la présidence d'Ernest Bai Koroma, doit être jugé au cours de ce mois de mars suite à des allégations de corruption, des accusations rejetées en bloc par le concerné qui dénonce une affaire politiquement motivée. Le mandat de 5 ans du président Paul Biya à la tête de la conférence des chefs d'État de la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale prend fin. Le chef de l'État camerounais cédera son fauteuil à l'un de ses homologues de la sous-région le 17 mars à l'occasion du sommet extraordinaire de la CEMAC prévu en présentiel à Yaoundé. Plus de détails avec Nathalie Moho. La tenue de la 15e session ordinaire de la conférence des chefs d'État de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, le 17 mars 2023, marque la fin du mandat du président camerounais Paul Biya à la tête de l'organisation. Dans son rôle de catalyseur de l'intégration régionale, le président Paul Biya est salué pour ses actions politiques en faveur de la paix et de la sécurité, thématiques principales qui ont animé les débats lors du sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEMAC en août 2021. Je voudrais réaffirmer l'attachement indéfectible de notre communauté et de nos peuples aux idéaux de paix, de stabilité et de sécurité. Nos efforts relatifs vont se poursuivre en s'intensifiant afin de garantir de meilleures conditions pour un développement durable de nos pays en quête de prospérité. Les défis économiques ont été de divers ordres sous la présidence du dirigeant camerounais Paul Biya à la tête de la conférence des chefs d'État de la CEMAC. Pandémie de Covid-19, guerre russo-ukrainienne, perturbation des échanges commerciaux liés à des aléas sécuritaires dans la sous-région ont ralenti la mise en œuvre des projets intégrateurs. Cependant, la sous-région Afrique centrale a fait preuve de résilience face aux divers chocs économiques. Ce résultat découle en grande partie de la mise en œuvre des mesures préconisées par le PLEF CEMAC ainsi que de nos plans de riposte contre la pandémie du Covid. Il convient tout de même d'engager de nouvelles mesures structurelles dans le cadre des programmes de réforme de seconde génération. Parmi les chantiers engagés sous le mandat finissant du président Paul Biya à la tête de la CEMAC, on note l'avancée du projet de relocalisation du siège de l'organisation communautaire à Bangui en République centrafricaine. Le 13 mars 2023, le président centrafricain Faustin Archange Touadéra et le président de la commission de la CEMAC, Daniel Ona-Ondo, ont procédé à la réception d'une partie des infrastructures de cet édifice. Par ailleurs, le président Paul Biya a mis l'emphase sur le recouvrement de la taxe communautaire d'intégration, passée de 17% en 2020 à 45% en 2022. Les habitants de Maurice ont célébré le 12 mars le 55e anniversaire de l'accession à l'indépendance, une date qui coïncide également avec le 31e anniversaire de la proclamation de la République. 2 événements majeurs commémorés avec l'ambition de continuer à bâtir un pays pacifique et prospère. Plus de détails avec Eugène Chema et Séverin Dequeux.
Le 12 mars 1968, Maurice devenait un État souverain en obtenant son indépendance vis-à-vis du Royaume-Uni avant de prendre en 1991 le statut de République. Ce sont ces deux événements que le peuple mauricien commémore chaque 12 mars. Pour l'édition 2023, placée sous le sceau de l'harmonie et de la cohésion sociale, l'État d'Afrique australe célèbre ainsi le 55e anniversaire de l'accession à l'indépendance et le 31e anniversaire de la proclamation de la République. Une cérémonie de levée de drapeau a été organisée au siège de la présidence à Moka, au centre de l'île Maurice. Ce que nous célébrons ce matin, c'est avant tout la réussite de notre magnifique pays et les réalisations d'un peuple exceptionnel qui a su construire une nation prospère et pacifique malgré les conflits difficiles. Nous devons rendre hommage à nos parents, grands-parents et ancêtres pour ce qu'ils ont fait et enduré afin que nous ayons une meilleure vie aujourd'hui. Leur sens de l'effort et du sacrifice devrait nous inspirer. En 55 ans d'indépendance, cet État de 2040 km² de superficie, avec une population d'environ 1,3 million d'habitants, peut s'enorgueillir du chemin parcouru dans la mise en œuvre de programmes de développement. Le pays figure à la première place en Afrique et à la 68e dans le monde à l'indice de développement humain 2022 de l'Organisation des Nations Unies. La paix et l'harmonie sociale, c'est un autre facteur décisif pour nos pays. La paix et l'harmonie sociale constituent des facteurs décisifs pour notre pays. L'Institut for Economic and Peace classe Maurice à la 28e position sur 163 pays dans le tableau de l'indice mondial de la paix. Tout cela démontre que nous, Mauriciens, avons su faire de notre diversité et de nos différences une force. Ces résultats ne sont pas le fruit du hasard, c'est l'expression des bonnes décisions, d'un travail dur d'une équipe gouvernementale soudée. Et c'est aussi grâce au travail dur de l'équipe soudée d'un gouvernement. Selon les données de l'administration fiscale de Maurice, l'île a connu une croissance notable ces 50 dernières années avec une évolution moyenne du PIB de 5,5% par an. En 2022, l'économie a connu une croissance annuelle de 7,2%. Au cours du dernier demi-siècle, le PIB de la République de Maurice est passé de 841 millions de roupies mauriciens à plus de 400 milliards de roupies. Les pouvoirs publics ont transformé une économie à monoculture dominée par la canne à sucre en un modèle plus diversifié, axé sur l'innovation et les services. Maurice a aussi gagné en notoriété sur le plan de la stabilité politique et de la bonne gouvernance. Pour la Banque africaine de développement, Maurice est un chef de file en matière de développement d'infrastructures et l'un des pays du continent africain les plus favorables aux investissements. Également dans l'actualité, la digitalisation mise au service de la santé en Afrique pourrait réduire les dépenses de l'ordre de 15% d'ici 2030, selon un rapport publié le 10 mars par le cabinet de conseil McKinsey & Company. 3 pays ont été étudiés. Il s'agit du Kenya, du Nigeria et de l'Afrique du Sud. La dématérialisation des données représente 30% des gains d'efficacité potentiels du Kenya, soit jusqu'à 700 millions de dollars, 26% au Nigeria, soit jusqu'à 900 millions de dollars, et 30% en Afrique du Sud, soit jusqu'à 3,3 milliards de dollars. En Afrique, la restauration forestière est un enjeu de taille face à l'urgence climatique, la sécurité alimentaire, l'atténuation face au changement climatique ou encore la lutte contre la pauvreté en zone rurale sont englobés dans ce défi que l'Afrique, grand marché de carbone, tente de relever d'ici 2030, un sujet de Laetitia Mebenga. Chaque année, c'est près de 3 millions d'hectares de forêt qui sont perdus en Afrique, soit 65% des terres affectées par la dégradation et 3% du PIB perdu du fait de l'épuisement des sols et des nutriments sur les terres agricoles, selon AFRSAN, une organisation impliquée dans la restauration des sols et des forêts africaines. Parmi les nombreux défis auxquels fait face l'Afrique, la déforestation et la dégradation des terres se distinguent particulièrement. Aujourd'hui, les pays africains conscients de l'urgence d'agir pour conserver mais surtout pour restaurer les forêts se mettent ensemble pour trouver des solutions durables. Le One Forest Summit qu'a abrité Libreville a également permis de mieux structurer la coopération scientifique nécessaire à la restauration des forêts. L'enjeu de la restauration, de la reforestation, il est crucial. Effectivement, dans les pays sahéliens, parce qu'il y a une vraie lutte contre la désertification, ça, c'est très très problématique. Maintenant, si on veut être capable de restaurer efficacement, il faut des fonds qui soient dirigés. Donc aujourd'hui, on en a de plus en plus, donc c'est une bonne nouvelle. Mais en face, il faut aussi des outils
il faut une expertise scientifique qui soit capable de restaurer. Parce que reforester des écosystèmes complets et complexes, c'est extrêmement compliqué. La dégradation des forêts exacerbée par le changement climatique menace les fonctions écologiques vitales et relève l'urgence d'agir sur la restauration forestière, une dynamique déjà en œuvre au Gabon. En l'espace de 20 ans, Libreville, la capitale, a inauguré plusieurs parcs nationaux, comme ceux d'Akonga, de la Lopé, de Birougou, d'Invido et de Loago. Le partage d'expériences qui découlent des rencontres comme celle de Libreville va participer à accélérer la restauration forestière à travers le monde. Très intéressant, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui avec ce One Forest Summit, c'est qu'il y a une vraie accélération, une vraie prise de conscience des enjeux à la fois de préservation des bassins forestiers tropicaux, des 3 bassins forestiers tropicaux, mais aussi de restauration de ces bassins. On voit qu'on veut créer une vraie dynamique sociale, économique et écologique, et on commence à avancer vers des actions concrètes. Selon les données de la société Morpho, qui propose des solutions innovantes en matière de restauration forestière, 1,2 milliard de personnes dans le monde dépendent des forêts pour vivre, ce qui souligne l'urgence de la restauration des écosystèmes forestiers à grande échelle. Dans le reste de l'actualité, en Mauritanie, 32 milliards d'euros vont être investis dans un projet d'hydrogène vert par un consortium dirigé par un groupe allemand. La construction de ce projet est prévue dans une zone localisée dans le nord-est de la capitale mauritanienne, Nouakchott. Cette méga-usine devrait être opérationnelle d'ici 2028 avec l'ambition de produire chaque année 8 millions de tonnes d'hydrogène vert, mais aussi différents produits fabriqués à base d'hydrogène vert. Sa capacité maximale d'électrolyse s'élèvera à 10 gigawatts. Nouvelle déception le 11 mars dernier pour le boxeur franco-congolais Tony Yoka qui s'est incliné face à Carlos Takam, une victoire que le Camerounais a obtenue au point, qui inflige donc à Tony Yoka sa 2e défaite consécutive en 10 mois. Les regards sont logiquement tournés vers l'avenir, mais de manière différente pour les 2 protagonistes, comme nous l'explique José Douglas. Le 11 mars 2023 au Zénith, Tony Yoka passait une 2e épreuve devant le Camerounais Carlos Takam, 6 mois après avoir subi une correction face à un autre boxeur congolais, Martin Bokole. Suite au match contre Takam, les éloges sont venus de la bouche même de son adversaire. Je me suis vraiment bien préparé pour ce combat, plus que le combat de Joshua. Tony, c'est un jeune boxeur prodigieux et il est là. Franchement, lui, il était déterminé à me battre, à mettre mon nom dans son record. Je savais très bien, je savais à qui j'avais à me frotter et je n'ai pas été déçu. Il a vraiment fait son job. Par rapport à 4 mois de prépa, après voilà. C'est comme ça, c'est la boxe. J'avais pas envie de revenir avec un petit combat. J'avais dit que c'était l'adversaire le plus fort que j'ai affronté jusqu'aujourd'hui. Yoka a montré des limites inquiétantes. Il a été courageux, lent dans ses réactions, a sans cesse reculé. Et un choc de tête volontaire a ouvert son arcade gauche au 6e round. 2 rounds plus tard, c'est l'épaule droite de Takam qui s'est déboîté et l'ostéopathe l'a remise en place dans le vestiaire. Yoka fêtera ses 31 ans le 28 avril, aura un nouveau combat le 24 juin. Passé pro depuis 2017, des questions se posent encore sur sa boxe. Même son père souhaite qu'il fasse un grand combat en République démocratique du Congo. Ça sera vraiment un grand plaisir. C'est ce que j'ai toujours souhaité. Amener mon fils un jour chez moi et boxer. Parce que moi, quand je suis venu ici, ça fait longtemps quand même, depuis 87. J'aimerais bien un jour retourner là-bas et voir mon fils boxer au stade du 20 mai ou pourquoi pas Martyr, là où il y avait Mohamed Ali Forman. Ce sera un grand plaisir. C'est là où j'ai eu mon premier vaccin. Quant à Takam, 42 ans, l'homme est solide comme du rock, il dure comme Evander Holyfield ou encore Big George Foreman. 48 combats et 40 victoires, il ne compte pas s'arrêter là. C'est George Foreman JR qui gère ses affaires. Il est placé 21e mondial et court après ses adversaires uniquement pour les toucher et faire très mal. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.